Je vais demander maintenant à Monsieur Loïc Fauchon, qui est président du Conseil mondial de l'eau, de prendre place donc à la tribune et de nous parler des évolutions digitales de l'eau au bénéfice de l'homme et de la nature. Et mon ami Eric me rappelle que vous pouvez poser vos questions donc sur Slido. Je vous rappelle le code, c'est V064, c'est très simple, ça marche très bien. La première question, c'est moi qui l'ai posée, donc vous la verrez, mais il y en a d'autres qui peuvent arriver. Loïc Fauchon. Bonjour à tous. Je ne saluerai plus les représentants des collectivités parce qu'ils nous ont échappé. Ils se sont échappés. On m'a demandé de parler des évolutions digitales de l'eau. Mais je vais quand même vous parler de l'eau, d'abord. Et puis je ferai peut-être quelques commentaires sur la sécurité pour participer toujours dans des conditions de discrétion, aussi bien à l'opération Serval qu'à l'opération Barkhane dans le nord du Mali. Et j'ai été très intéressé par votre intervention très documentée. Alors, que vous dire de l'eau et de l'eau en Afrique? La terre a soif, notre terre a soif. Et non seulement elle a soif, mais elle a faim aussi. Et elle est malade. Et elle est parfois obscure, pour ne pas dire qu'elle est souvent touchée par l'obscurantisme. Et pour circuler énormément en Afrique, je suis rentré hier soir du Maroc, mais je travaille beaucoup en Afrique subsaharienne. Je vais peut-être décevoir en disant que les préoccupations principales des populations aujourd'hui en Afrique, c'est pas l'évolution digitale, encore moins une révolution, même si tout le monde essaye d'avoir son smartphone, son mobile, sa tablette, son ordinateur. La préoccupation principale, c'est de manger. La préoccupation principale, c'est de se soigner. La préoccupation principale, c'est d'avoir accès à l'électricité. Je ne vais pas citer des chiffres, parce que vous avez tous accès à ces chiffres, mais il reste calamiteux tous les chiffres d'accès aux principaux services publics de base. Il faut garder ça présent à l'esprit. La révolution ou l'évolution numérique, c'est bien, mais la sécurité hydrique, c'est aussi important. Où j'avais coutume de dire précédemment l'eau potable avant le téléphone portable. C'est une réalité. Et pourquoi je le mentionne? Parce que nous devons faire attention dans l'aide publique, ce qu'on appelle communément l'aide publique au développement. Nous devons faire attention à ne pas oublier les services essentiels et l'accès aux services essentiels. Et donc, comment résumer la situation de l'Afrique en matière d'eau? On peut dire que globalement l'Afrique est pourvue en eau et que les Africains en sont dépourvus. Car il y a à peu près partout, y compris dans les zones désertiques et notamment dans le Sahara et dans le Sahel, il y a de l'eau dans le sous-sol, à la fois sur les nappes de surface, sur les nappes intermédiaires et sur les nappes fossiles profondes. Il y a beaucoup d'eau, mais on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément les moyens de la capter. Et donc, aujourd'hui, les populations manquent à la fois d'eau quantitativement et surtout ont de plus en plus à faire face à un problème de qualité de l'eau, indépendamment des épisodes aussi bien de sécheresse, absence d'eau, pénurie d'eau, que d'inondations, excès d'eau. Car ce qu'on appelle les désastres liés à l'eau, ce sont les deux situations. Il nous a fallu plus de 5 ans aux Nations Unies pour faire reconnaître la sécheresse comme un désastre lié à l'eau. Parce qu'on était sous l'influence, d'abord à cette époque précédente, du secrétaire général des Nations Unies qui était coréen, et d'un lobby asiatique qui ne regarde les choses qu'à travers les inondations, les tsunamis, et qui ne voyait pas l'intérêt de considérer les sécheresses comme aussi désastreuses que les excès d'eau. L'eau, nous l'avons sans cesse autour de nous. Ici, nous l'oublions
parce que nous avons un accès si simple, si facile, si durable. L'eau en Afrique, elle nous entoure, elle nous stimule d'ailleurs, car sans elle, il n'y a pas de vie. Elle nous rassemble aussi, plus qu'elle ne divise. Les guerres de l'eau n'existent pratiquement que dans l'esprit des médias et des journalistes. Des guerres de l'eau réelles, il n'y en a pas eu. Il y a des affrontements autour d'un puits pour une oasis, dans l'histoire bien sûr, mais il y a des tensions et j'y reviendrai. Et donc, nous avons une eau qui est en souffrance, qui est en maltraitance, et ce qui provoque son insuffisance. Pourquoi ? Parce que nous la considérons depuis des années, tous ensemble, au nord, au sud, avec une certaine insouciance, avec beaucoup d'imprévoyance, et donc le plus souvent, elle est la marque de notre inconséquence, comme d'autres sujets. Alors, ça pourrait nous amener au climat. J'étais, comme beaucoup de responsables internationaux, à New York il y a 10 jours, pour notamment le sommet sur le climat. Mais je développe plutôt avec le Conseil mondial de l'eau. Nous sommes un peu à contre-courant, nous sommes un peu à l'inverse de la pensée unique du moment. Pour nous, le problème principal n'est pas le climat. Le problème principal, c'est la démographie. Aujourd'hui, nous avons, notamment en Afrique, mais pas seulement, en Asie, en Amérique du Sud, et même en Europe, nous avons à nous battre contre la croissance démographique, croissance qui est relativement galopante. Vous avez cité quelques chiffres pour l'Afrique. Moi, je ne cite jamais de chiffres dans mes interventions parce que je sais trop comment on les fait parler et comment on fait tourner des modèles mathématiques notamment pour le climat, où je suis assez prudent. Nous ne sommes pas des climato-sceptiques, tant s'en faut, mais nous disons que ce que nous avons à gérer aujourd'hui, c'est la question de la démographie. Nous avons une croissance des mégacités. Ces mégacités, dans les pays en développement, elles produisent de la pauvreté. Elles contribuent à développer ce que j'appelle un esclavage moderne, parce que ces villes sont des enfers. Il y a une minorité de privilégiés qui en bénéficient, mais vous avez 90% de la population qui vit dans des conditions absolument inacceptables, que ce soit pour les services essentiels ou que ce soit simplement pour le développement du niveau de vie. Même si, dans les grands pays comme la Chine et l'Inde, le niveau de vie s'accroît, et ça a une conséquence sur les masses d'eau, c'est que, évidemment, cela représente un appel en eau supplémentaire, des consommations de masse d'eau extrêmement importantes. Et une des premières recommandations que nous faisons aux Nations Unies, au gouvernement, c'est de faire attention à ne pas céder à cette deuxième mode sur les smart cities. Les smart cities n'existent que dans certaines villes européennes, ou plutôt dans certains quartiers de villes développées. Le reste des villes, je l'ai dit, c'est la course permanente, même dans nos villes. Quand un travailleur fait 3 heures de déplacement, 2 heures le matin, 2 heures le soir, parfois plus, mange sur le pouce, va dormir dans des quartiers où il n'y a pas le minimum de services publics, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique. C'est le cas chez nous, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, et c'est le cas dans tant d'autres villes du monde. Et donc il faut cesser cette espèce d'opposition très à la mode, et dont on a vu d'ailleurs les conséquences en France à la fin de l'année dernière et pendant le premier semestre, cette opposition entre les villes et le rural. Qui assure la protection de l'eau? Qui assure la production de nourriture? Et je pourrais décliner comme ça encore un peu plus, si ce n'est les populations rurales. Donc il ne faut pas jouer urbain contre rural, il faut jouer urbain avec rural. Tout ça, c'est un tout. Alors, nous sommes dans une situation
worldwide, pour l'ensemble du monde, où nous avons une demande qui est en progression très sensible pour les raisons que j'ai indiquées, parce qu'un urbain consomme beaucoup plus d'eau qu'un rural, parce qu'il y a l'élévation globalement des niveaux de vie, et d'autres raisons encore. Et nous avons une offre en eau qui est stabilisée ou qui peine à s'accroître, et donc quelque part, cela crée des tensions. Le climat, lui, dans tout ça, où est-ce qu'il est ? Le climat, il est, pour reprendre une formule très juste du roi du Maroc, au moment de la COP en France, le roi du Maroc, Mohamed VI, a dit « Le climat, c'est l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables ». Et je crois que ça résume très bien la situation. On pourrait dire qu'il frappera, car aujourd'hui, les effets du climat ne sont rien par rapport aux effets de la démographie auxquels nous avons à faire face. Le climat, vous savez, c'est un peu le bouc émissaire de toutes nos erreurs, passées, présentes, et sans doute même, dans beaucoup de pays, des erreurs à venir. Ce qui fait que démographie plus climat, l'eau n'est pas toujours là où il faut, l'eau n'est pas toujours là quand il faut, et l'eau n'est pas toujours là comme il faut. Et c'est là-dessus qu'évidemment la communauté internationale de l'eau a travaillé. Nous assistons à un pillage de l'eau là où nous la voudrions en partage. Partage plutôt que pillage. Et encore faut-il que ce partage de l'eau il soit durable. Ça, c'est la phrase que tout le monde a, parce que le sustainable, vous n'avez plus, dans les enceintes internationales, on ne peut plus prononcer un mot sans mettre sustainable devant ou derrière. Le partage, il doit être responsable, et j'y reviendrai, notamment entre l'homme et la nature. Mais le partage doit être équitable, car un partage qui n'est pas équitable n'est pas un partage, si c'est une fois de plus pour favoriser ceux qui sont les mieux favorisés par la nature. L'eau, c'est un bienfait, et pour nous, c'est un bienfait qui ne doit pas supporter les méfaits. Et c'est contre cela. Donc l'eau, c'est d'abord un droit extrêmement facile à formuler et extrêmement difficile à concrétiser. Pourquoi ? Parce que ce droit à l'eau, qui se résume souvent à l'accès à l'eau, dans les sociétés des pays les plus riches, les plus développés, utilisons les termes qu'on veut, on ne se pose pratiquement pas la question du droit, puisqu'on y a un accès permanent, sauf pour des populations défavorisées. Nous avons à gérer ça dans cette ville, c'est la question des squats, c'est la question des ménages les plus pauvres. Ce sont des questions qui sont à peu près réglées aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'autorisation de coupure, parce qu'il y a des allocations financières pour aider à payer les factures d'eau. Et donc, 99,9% des populations chez nous ont un accès permanent à l'eau. Ça n'est pas le cas, évidemment, ailleurs. Donc le droit à l'eau, c'est la base de notre travail pour effacer les injustices. Alors, comment, dans environ 2 tiers, ou pour 2 tiers des populations mondiales qui n'ont pas un accès à l'eau en permanence et de qualité, comment reprendre la maîtrise de ce que nous appelons le cycle de l'eau ? Alors, le grand sujet, il utilise le même mot que vous, madame, la sécurité. La sécurité hydrique, water security, tout dépend dans quelle langue on le dit, mais c'est toujours la même chose. Et donc, tout est sécurité. Tout est sécurité parce que la sécurité, ça concerne l'exor de l'eau, aller la chercher là où elle est, éventuellement la transférer, l'adduction, la production, son traitement. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des mesures du processus de l'eau, qui fait qu'on puisse fournir. Hassan II disait, j'ai des références marocaines, j'étais hier à Marrakech, c'est pour ça. Hassan II disait, il y avait cette formule qui a fait le tour du monde, plus une goutte d'eau à la mer. Elle était un peu forte, mais il voulait dire, sachons diversifier nos ressources et sachons surtout utiliser un certain nombre de technologies
que nous, d'ailleurs, dans ce pays, même si je n'ai pas à parler au nom de la France, nous utilisons mal. Je voudrais citer, bien sûr, on fait des pompages de plus en plus profonds. Il faut faire attention parce que quand on va taper dans les nappes fossiles, elles ne se renouvellent pas aussi rapidement. C'est ce que faisait Kadhafi en Libye, mais que d'autres font aussi, les Algériens notamment, et que d'autres voudraient faire. On transfère de plus en plus loin. Les Chinois ont fait des transferts de plus de 3000 km, ce qui est énorme, mais quand une ville comme Pékin est assoiffée, où vous déplacez la ville, où vous amenez l'eau, parfois de très loin. Ils l'ont fait de manière relativement silencieuse, mais avec une très grande efficacité en remontant l'eau du sud vers le nord. Mais je voudrais mentionner surtout deux sujets qui vont être à la base de la sécurité de l'eau dans les années qui viennent. Première, qui est déjà en route significativement depuis 10 ans, c'est le dessalement. Aujourd'hui, 70 pays à peu près utilisent le dessalement comme ressource principale ou comme ressource complémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé des technologies nouvelles d'osmose inverse et que donc ça a permis de diminuer très sensiblement les coûts. Il y a 20 ans, un mètre cube dessalé était à peu près à 8-10 $. Aujourd'hui, un mètre cube dessalé est en dessous d'$, est entre, selon la taille de l'usine, entre 0,6 et 0,8 $. Les plus grandes unités restent dans les pays du Moyen-Orient, qu'il s'agisse principalement d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou d'Israël, puisque c'est Israël qui a mis en place les plus grandes unités de dessalement. Mais par exemple, les Marocains sont en train de construire en ce moment au sud d'Agadir. Les plus grandes unités de dessalement, c'est 800 000, 1 million de mètres cubes jour. Les Marocains construisent une unité à 475 000 mètres cubes jour. Ce sont déjà des beaux bébés et qui consomment de moins en moins d'énergie parce que la recherche aujourd'hui, c'est de savoir dessaler en utilisant des énergies renouvelables, c'est-à-dire de l'éolien ou du solaire principalement, pour diminuer les coûts et ne pas être sensible à la fourniture d'énergie traditionnelle. Donc, d'un côté, nous allons avoir de nouvelles méthodes pour produire plus d'eau, donc sécuriser la production d'eau. Et de l'autre côté, évidemment, nous devons réguler la demande. Nous nous employons partout dans le monde à réguler la demande, pour le dire plus simplement, à consommer moins d'eau. En tous les cas, ne pas laisser la consommation individuelle et collective s'envoler. À cet égard, il y a le premier pays qui vient de lancer un très grand programme d'économie d'eau, c'est l'Égypte. On va regarder ce programme avec beaucoup de curiosité. Pourquoi l'Égypte ? Parce que l'Égypte a d'énormes problèmes sur la fourniture d'eau du Nil. Et j'y reviendrai en raison de la construction d'un méga barrage en Éthiopie qu'on appelle le barrage Renaissance. Et les Égyptiens sont très inquiets sur les allocations d'eau qu'ils vont recevoir dans les années qui viennent. Alors, à cet instant de la sécurisation de l'eau, il y a un sujet qui en France est très sensible, mais qu'il faut évoquer, c'est la question des barrages. C'est la question des retenues d'eau, c'est la question des réservoirs. Le monde a d'immenses besoins en réservoirs d'eau, en réserve d'eau, et les barrages ont un peu mauvaise presse. D'ailleurs, le mot barrage, barré, pas très significatif et pas très enthousiasmant. Et donc on va vers la définition d'un nouveau type de réserve d'eau. Nous nous appelons plutôt les réserves aquatiques, qui seront à la fois des lieux de conservation entre l'eau d'aujourd'hui et l'eau de demain, l'eau de l'hiver et l'eau de l'été, l'eau de la pluie et l'eau de la sécheresse, et qui seront en même temps des barrages de protection de la biodiversité, de valorisation des écosystèmes, en même temps que des barrages multi-usages. On en a quelques exemples dans les pays les plus développés, notamment avec l'usage touristique, mais qui posent quand même un certain nombre de problèmes pour la conservation de la qualité de l'eau. Donc, c'est aussi une recommandation
que fait le Conseil mondial de l'eau sur la nécessité de reconsidérer le concept de barrage dans une dimension qui soit plus protectrice de la nature et en même temps plus efficiente, plus efficace pour le développement du genre humain. Alors pour faire ça, nous nous appuyons en gros dans la communauté de l'eau sur 3 piliers, ce que j'appelle la maison de l'eau. C'est d'abord la connaissance. Et la connaissance, j'aurais aimé le dire devant les responsables politiques locaux. La connaissance, elle ne doit plus être transférée, qui est un mot qui a des relents ne me plaisent pas trop personnellement. La connaissance doit être partagée. Quand vous fréquentez, quand vous allez sur le terrain, vous apprenez autant que ce que vous apportez. Et il faut cesser de regarder ça comme une espèce de charité intellectuelle. Connaissance partagée et pas connaissance arrachée. Il faut une gouvernance, le mot est un peu galvaudé, mais en tous les cas des systèmes institutionnels qui soient acceptés dans un concept de déconcentration ou de décentralisation des décisions et pas une gouvernance imposée. Ça pourrait être valable pour la France aussi d'ailleurs. Et puis, bien sûr, des finances. Donc connaissance, gouvernance, finances, des capacités financières que l'on puisse mettre en œuvre. Et là, il y a un paradoxe. Nous venons de terminer depuis 2 ans une série de travaux avec les bailleurs de fonds et notamment avec les grandes banques de développement qui sont membres du Conseil. J'aurais dû vous préciser au début ce qu'est le Conseil parce que nous sommes un peu trop discrets sans doute. Le Conseil mondial de l'eau, c'est une institution de droit français créée il y a 25 ans par un certain nombre d'organisations internationales, les agences de l'ONU, les banques de développement, plusieurs gouvernements, qui a aujourd'hui 400 organisations membres, 70 gouvernements membres du Conseil, toutes les agences de l'ONU, toutes les banques de développement, les grandes ONG, des entreprises publiques et privées. Son siège est à Marseille depuis l'origine, dans Euro-Méditerranée, et c'est une petite organisation, c'est pas une bureaucratie nouvelle, une douzaine de salariés depuis l'origine et pas plus, qui quelque part s'efforce d'être la voix de l'eau. Et le Conseil, parmi ses activités principales, organise les forums mondiaux de l'eau, pas confondre avec le Conseil. On en est bientôt au 9e forum et sur ma proposition il y a 3 ans, nous avons décidé de faire ce forum pour la première fois en Afrique, en tous les cas en Afrique subsaharienne, puisque le forum de départ était à Marrakech, mais c'était un petit événement. Aujourd'hui, les forums mondiaux sont des grosses machines complexes à mettre en œuvre. Pour vous donner un exemple, le dernier était à Brasilia. C'est 15 000, 20 000 délégués, c'est 100 000 visiteurs, un petit peu d'ailleurs dans le droit fil de ce que sera au mois de juin le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui est d'ailleurs un membre du Conseil mondial de l'eau. Donc nous efforçons d'être la voix de l'eau, un lobby extrêmement positif auprès des gouvernements, auprès des institutions internationales, auprès des entreprises, auprès des ONG, pour que l'eau soit une priorité. Car aujourd'hui, et notamment en Afrique, l'eau n'est pas une priorité. C'est plutôt, comme je le disais, le téléphone portable avant l'eau potable, les fusils avant les robinets. Et donc nous cherchons à inverser cette tendance, et c'est un travail permanent de conviction auprès des leaders politiques. Pourquoi ? Parce que l'eau est politique. Water is politics, c'est ce que nous disons sans cesse. Il faut une volonté politique pour faire avancer la question de l'eau et la faire considérer comme une priorité. Et si je reviens 2 secondes au financement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal et que nous prouvent les institutions financières internationales. Nous n'avons pas assez de projets pour le développement de l'eau et nous avons trop d'argent. Ou du moins, pour le dire autrement, nous n'arrivons pas à utiliser les financements internationaux en place
par rapport au projet. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment de projets bancables, comme on dit. C'est un terme qui n'est pas très élégant dans la langue française. D'ailleurs, il n'existe pas dans le dictionnaire. C'est une création. Les autorités locales qui ont le plus, qui ont le moins de moyens, et notamment intellectuels, pour préparer des dossiers qui aujourd'hui sont d'une complexité qu'on n'imagine pas. Et nous demandons d'ailleurs actuellement aux banques de développement de simplifier les procédures pour les projets d'investissement. Mais aussi pour une autre raison, c'est que les institutions internationales disent et nous disent oui, mais on finance des projets et les projets, au bout d'un moment, ils sont arrêtés. Les Africains ont une formule pour ça, ils disent la pompe, elle est gâtée. Mais la pompe, elle est gâtée, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas aujourd'hui une obligation dans les projets de financement internationaux de prendre en compte la maintenance et la formation. Et c'est une recommandation que nous faisons depuis plusieurs années. Les choses changent, mais doucement, pour que l'on prenne environ 20% du montant de chaque projet qui soit consacré à la maintenance et à la formation des équipes de terrain qui vont avoir à gérer ces infrastructures. Il y a aussi une autre raison, c'est que les États peu déconcentrés et encore moins décentralisés n'autorisent pas les autorités locales, les collectivités locales, régionales, à financer directement des projets. C'est ce qu'on appelle le principe de sous-souveraineté. Et il y a assez peu de pays qui ont accepté. Alors la Banque mondiale a beaucoup travaillé sur cette question, mais il n'y a que très peu de pays aujourd'hui qui acceptent le principe de sous-souveraineté, c'est-à-dire de laisser une ville, une commune, une région, une communauté à emprunter elle-même sur le marché, tout simplement parce que les États soit veulent garder la maîtrise de l'investissement, soit parce que les collectivités n'ont pas les capacités à garantir les emprunts internationaux qu'elles vont faire. Et puis, il y a un problème d'endettement excessif d'un certain nombre d'États, et donc les institutions ne veulent plus prêter. Et puis, il y a encore un danger nouveau, très grave. Je ne citerai pas de pays parce qu'ils sont membres du Conseil mondial de l'eau, mais qui consiste pour des pays à laisser s'endetter le pays ou la ville, mais généralement le pays, et ensuite à se faire payer en terre ou en permis de gisement minier. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est une perte de souveraineté des pays provoquée par l'endettement qui est recherché dans l'instant T et parfois pour des raisons politiques. Et donc, nous travaillons actuellement à faire admettre qu'il y ait, en concertation avec les grandes banques de développement, avec les bailleurs par pays, une espèce de projet de labelliser, c'est-à-dire qu'il y ait quelque part un label sur les projets qui soient présentés et une aide apportée aux pays qui ont peu de capacité à préparer ces projets. C'est un sujet extrêmement important parce qu'il bloque actuellement le développement de l'accès à l'eau. Alors, je vais venir au numérique, mais avant le numérique, je ne vais pas vous poser une question, je vais faire un commentaire. Je suis depuis 40 ans un Sahélien et notamment un Malien permanent. J'interviens toujours dans des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas dans le nord du Mali. Nous avons une base à Kidal, ce qui n'est pas très simple. On le fait avec les forces françaises. Et évidemment, j'observe sur le terrain l'incapacité pour les armées. C'est vrai pour l'armée française. C'est vrai pour la MINUSMA encore plus. Ça sera vrai demain pour le G5 Sahel si on arrive à le mettre en place, si on trouve les financements nécessaires. Parce que les militaires, même s'ils font beaucoup d'efforts, et ils en font, les actions civilo-militaires dans l'armée française, ça remonte aux Balkans notamment, où dans chaque unité française, vous avez un officier qui s'occupe des opérations humanitaires. Mais les militaires sont faits pour se battre, ils ne sont pas faits pour être en permanence les agents du développement. Sinon, à ce moment-là, ils ne se battent plus. Il y a une incapacité en ce moment au Sahel,
Et on le voit dans les développements, j'étais au Burkina il y a quelques semaines, on les voit dans le développement et la lèpre qui s'étend au Burkina en ce moment d'une manière très grave, parce qu'il n'y a aucune force pour lutter contre la progression d'Al-Qaïda ou de ses petits frères et ses petites sœurs. Et donc, il y a une remise en cause considérable à opérer sur l'accompagnement des opérations militaires, vous l'avez souligné, en termes de développement. Et ça ne peut se faire évidemment sans le pays dans lequel on se trouve, et en même temps en apportant ces capacités. Les ONG n'en sont pas toujours persuadées, les grandes ONG qui interviennent sur le terrain, souvent très efficacement, courageusement, parce que les ONG ne veulent pas travailler avec les militaires, globalement. C'est contraire à leurs règles. Alors, évidemment, quand vous avez à gérer les états d'âme de chacun, pour ne pas dire parfois les caprices de chacun, pendant ce temps, on ne s'occupe pas des populations. Et qu'est-ce que font, j'en suis le témoin, dans les villages où nous travaillons, aujourd'hui, les jeunes sont payés pour poser des mines, sont payés pour éventuellement mener des opérations suicides sur des motos, et ensuite on paye leur famille. Et les djihadistes distribuent des sommes considérables à des jeunes qui n'ont pas d'autres possibilités pour avoir accès à un travail ou accès à une sécurité monétaire. Alors, la sécurité dans le domaine de l'eau, c'est pour nous un très grand souci. Utiliser la sécurité numérique et en réalité le développement numérique. Dans ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, tout est numérique aujourd'hui, car que vous parliez de l'utilisation de capteurs pour détecter les fuites, de télécontrôle pour optimiser votre exploitation, la prévision très importante pour les événements météorologiques, pour permettre d'informer les populations, le traitement des données pour optimiser les facturations, les tarifs. Enfin, je ne vais pas vous lister tout ça, ça prendrait beaucoup de temps. Tout ça est évidemment absolument essentiel. Et assez curieusement, et ça c'est plutôt positif, nous notons que les professionnels africains, nos collègues africains, ont tendance à progresser plus rapidement que nous ne l'avons fait dans l'utilisation de ces capacités digitales, on va les appeler comme ça. Donc il faut savoir utiliser le meilleur des réseaux sans fil, le meilleur du traitement des données, le meilleur de l'Internet des objets, du cloud, de la blockchain, non seulement pour l'eau d'ailleurs, mais pour l'assainissement, qui fait partie pour nous de l'eau, mais aussi pour les déchets, aussi pour l'air, l'énergie. Alors, tout cela est plutôt positif et on peut en faire un bilan assez convenable. Sauf que ce soit ici ou que ce soit en Afrique, et en Afrique subsaharienne, il ne faut jamais oublier de laisser l'humain dans la boucle. L'homme n'est pas au service de la technologie. L'homme n'est pas au service du numérique. Le numérique est au service de l'homme. Et ça, nous avons parfois tendance à l'oublier, ici et là-bas. Et donc nous devons rester vigilants, élever des contre-pouvoirs. Et puis, il y a le problème de la cybersécurité. Il y a un chiffre qui a été publié il y a 3 ou 4 jours. Environ 25 millions, je ne sais pas comment on les compte, donc je suis prudent, 25 millions d'attaques cybersécuritaires pour le continent africain dans le 2e trimestre de l'année. Vous observez, vous entendez tous les jours, si vous suivez ce sujet, le véritable pillage qu'effectuent un certain nombre de hackers. Mais surtout, pour nous qui sommes des professionnels de l'eau, le danger aujourd'hui, c'est qu'à distance, on stoppe une station de traitement d'eau, on rend totalement inefficace l'épuration d'une station d'épuration. On peut infecter un réseau, pas seulement numériquement, mais malheureusement aussi chimiquement. Donc, prudence sur l'évolution numérique, capacité à maîtriser, à analyser. Travaillons là-dessus
aussi assez discrètement, à la fois avec les Israéliens et les Palestiniens, qui s'accusent mutuellement de s'empoisonner l'eau. Et nous sommes en train de mettre au point des processus, justement, de sécurisation, en tous les cas, de cybersécurité. Marseille est un exemple parce que Marseille est classée comme OIV, d'importance vitale. Il y a un certain nombre d'unités de traitement d'eau en France qui le sont, pas beaucoup, une douzaine simplement. Et donc nous travaillons au quotidien sur ces sujets pour être capable de protéger nos installations d'attaques informatiques ou d'attaques chimiques ou liées l'un et l'autre. Je terminerai en vous disant qu'il y a aussi un aspect des sujets de l'eau qui est très important pour nous et qui occupe une partie importante de notre temps. C'est ce que j'appelle l'hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie, c'est quoi? C'est le fait de travailler sur les tensions. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de guerre de l'eau, mais il y a des tensions extrêmement délicates. Nous avons contribué, il faut le dire avec modestie et prudence, à améliorer les relations entre la Turquie, la Syrie et l'Irak il y a un certain nombre d'années, et convaincu la Turquie, avec l'UNESCO, la Turquie, de doubler ses allocations d'eau vers la Syrie et vers l'Irak à travers le Tigre et l'Euphrate. En ce moment, la manœuvre, elle est sur le Nil, comme je l'ai mentionné, avec des tensions qui sont assez fortes, car ce méga barrage, qui est un barrage avant tout hydroélectrique qui vient de finir d'être édifié en Éthiopie, ces méga barrages, la difficulté, on n'y pense pas quand on n'est pas au contact, et c'est le problème pour les Égyptiens. La mise en eau de ce barrage va prendre 12 ans. 12 ans pour remplir le barrage, imaginez. J'étais dans le secteur de Serre-Ponçon, étant tout jeune à la préfecture de région. Il avait fallu 1 an et demi pour remplir, non pas le barrage de Serre-Ponçon, mais le barrage de Sainte-Croix sur le Verdon. 12 ans. Et donc le problème des Égyptiens, c'est que pendant 12 ans, c'est de savoir quelle allocation d'eau ils vont recevoir. Or, l'eau fait vivre, bien sûr, l'ensemble de l'Égypte. Il y a très peu de ressources conventionnelles en dehors du Nil. Et donc c'est là que se joue l'hydrodiplomatie, réunir les parties et discuter avec eux. Il y a des exemples de très bonne coopération, comme sur le fleuve Sénégal. Alors ça me permet de faire la liaison, je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures, mais il me fait les gros yeux. Ça me permet de vous dire que nous avons donc décidé d'organiser le prochain Forum mondial de l'eau, je l'ai dit, en mars 2021 au Sénégal, à Dakar. Et nous avons un souhait particulier, quelque part, c'est de faire le contraire de ce que je viens de faire devant vous, c'est-à-dire de faire peu de discours et d'avoir beaucoup d'actes. Et ce forum sera le forum des réponses. Pourquoi ce mot, pour l'instant, de réponse? Ici, en 2012, sous l'autorité bienveillante d'Hugues Parent, qui au titre de l'État, présidait à l'organisation du forum en tant que préfet de région, et que je salue, parce que ce sont plutôt des bons souvenirs. Nous avions appelé ça le forum des solutions. Et ça avait eu un succès énorme parce que nous avions créé, au Parc Chanot, un village des solutions. C'est-à-dire que nous avions montré à nos 20 000 délégués, non pas à travers des brochures, des films, non. Nous avions bâti ce village avec un hôpital, avec une école, et nous avions montré les solutions qui s'appliquaient à chacune des facettes de l'utilisation de l'eau. Aujourd'hui, quand nous allons, notamment en Afrique, sur le terrain, il y a une différence par rapport à il y a quelques années. Les gens sont bien informés. Ils ont, pour beaucoup, Internet, ils ont la télévision, ils ont la radio, et l'information circule très vite. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous racontez pas d'histoire, on sait que vous avez les solutions. Vous ne nous les cachez pas, mais on le sait, on les voit, les solutions circuler.
Nous, on veut des réponses sur le terrain. Dans notre village, devant notre case, on veut l'accès à l'eau, on veut l'eau pour l'hôpital, on veut un financement de l'eau courant, etc., etc. Et donc ce forum sera celui des réponses et nous prévoyons d'édifier une sorte de parcours des réponses où, et je vous le dis, si vous êtes porteur d'une réponse nouvelle, opérationnelle, concrète, nous présenterons 50, 100, je ne sais pas, nous n'avons pas encore décidé, réponses qui permettront d'améliorer concrètement l'accès à l'eau partout dans le monde et notamment en Afrique, et qui surtout, ne le perdons jamais de vue, permettront aux uns et aux autres, aux plus démunis, de retrouver à la fois la dignité, parce que ne pas avoir de service essentiel, c'est indigne, et puis le courage et la confiance. Voilà, c'est ce que je vous souhaite aussi pour vos travaux. Merci. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Rettig. J'ai posé une question sur Sligo, enfin, je ne sais plus quoi, mais... nous nous sommes vus à Paris il y a quelques semaines. Oui, voilà, absolument. Donc, en vous écoutant, j'ai un peu regardé les trucs. J'ai vu qu'il y avait les femmes faisaient à peu près 6 km par jour en moyenne pour aller chercher de l'eau. Il y avait 40 milliards de kilomètres en Afrique, etc., etc. Et donc, du coup, comme elles marchent beaucoup, etc., donc il y a l'éducation qui s'en ressent, etc. Donc, plus on monte en âge, plus on est chargé en eau. Et plus on est en âge d'être chargé en eau, moins on s'occupe de l'éducation, je dirais. Et donc, comme vous dites, c'est un problème politique. Et évidemment, c'est un problème politique, pas d'eau potable ou pas, enfin, pas d'eau potable et d'eau potable. Alors, comment dans votre forum, votre prochain forum, parce qu'on a souvent tous des questions, enfin, et des réponses, mais mettre des puits d'eau de dessalement à la sortie de la case. Non, mais vous m'aviez répondu un jour qu'il fallait plutôt que d'aller pomper, l'amener au village. Mais ça coûte quand même de l'argent, et c'est là tout le problème. Voilà. Je voulais juste que vous disiez que par rapport à ce forum qui va avoir lieu l'année prochaine, comment vous allez pas... est-ce que c'est de la langue de bois ou pas? Enfin, venant de votre part, certainement pas. Mais ces 50 réponses ou ces 100 réponses, comment vous allez traiter ça au-delà des enjeux politiques et hydrodiplomatiques? Vous savez, la politique, c'est affaire de conviction, même si on perd ça un peu de vue au moment des périodes électorales. Et donc, j'ai participé à New York le lundi avec le président Macron à une réunion sur la déforestation, sur l'Amazone, un sujet sur lequel, à mon avis, on en fait un peu trop, en oubliant justement l'Afrique, mais en oubliant les raisons pour lesquelles on fait des brûlis, les raisons pour lesquelles on fait de la déforestation. Mais le président Macron a dit une chose que j'ai trouvée très juste. Il a dit « Aujourd'hui, la communauté internationale manque de courage ». Et il a dit d'ailleurs « Nous manquons de courage ». Il l'a appliqué à lui-même. Et donc, notre affaire, c'est une affaire d'abord de conviction. Il faut convaincre. J'ai vu un certain nombre de chefs d'État, j'ai vu Issoufou, j'ai vu Macky Sall à New York. Bon, là, on a 2 chefs d'État qui sont assez convaincus que pour porter le développement, il faut améliorer la situation de l'eau. Tous les chefs d'État n'ont pas cette visibilité et cette volonté. Et donc, ça, c'est la première raison d'être de notre Conseil. Écoutez, pour vous donner un chiffre, là je vais vous en donner un, parce que là j'en suis sûr, avec mes collaborateurs, depuis 1 mois, nous avons vu dans le monde 30 ministres de l'eau, un par un, en Corée, à Bali, à New York, à Marrakech hier. Et nous répétons, nous enfonçons le clou. Les choses ne changent que lentement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'aujourd'hui, la situation économique mondiale, vous le voyez dans les dernières notes qui viennent d'être publiées ces jours-ci, les appels de l'OCDE, du FMI montrent qu'il y a un ralentissement de la situation économique. Et donc, il y a des choix publics à faire. Et un chef d'État, un chef de gouvernement, il a à faire des choix. Et donc, nous essayons de dire, bon, on en fait un peu moins pour les télécommunications, on en fait un peu moins pour l'Internet des objets, et on en fait un peu plus pour l'eau. Parce qu'à quoi ça sert de toute façon de
multiplier tous les objets dont j'ai parlé si de toute façon on n'a pas d'électricité dans les villages. Donc il faut commencer par le commencement. L'eau et l'électricité, c'est essentiel pour régler le problème de l'alimentation, de la santé et de l'éducation. Et puis ensuite, on a le fait que nos membres, nos 400 organisations membres, nous amènent les solutions techniques, les solutions technologiques, chaque jour un peu plus. Il y a 3 ans, nous avons primé un jeune chercheur agriculteur nigérien, parce que nous avons un grand prix tous les 3 ans, qui, tout seul dans son coin, avait mis au point une solution sur son téléphone portable qui lui permettait de déclencher les mouvements d'eau dans les champs sans avoir à aller faire les opérations traditionnelles. Voilà, c'est un exemple à la fois d'utilisation de capacités technologiques, des solutions digitales, et puis en même temps, il faut convaincre le politique. Mais rien ne sera fait tant que nous n'aurons pas partout convaincu les politiques. Et vous savez, il y a un retournement de la situation de l'eau en ce moment. En France, il y a encore 15 jours, 3 semaines, nous avions 75 départements sous astreinte préfectorale. M. Parent vous expliquera ce que c'est que l'astreinte préfectorale. Ça veut dire des mesures de limitation d'utilisation de l'eau. 75 départements dans un pays qui prétend avoir réglé la question de l'eau. Le préfet de Midi-Pyrénées, il y a un mois, a lancé un appel, a dit « j'ai plus d'eau ». Voilà. Et pourtant, en Midi-Pyrénées, il pleut. On n'a plus fait un barrage en France depuis 75 ans. Comprenez que les autres, ils ont compris ça et ils en font un peu plus que nous. Alors il faut les faire mieux, il faut les faire, dit-on, plus intelligents. C'est pas le barrage qui sera intelligent, hein. C'est nous qui devons être intelligents pour faire à la fois des petites unités, des grandes unités, respectueuses de la nature. Voilà, c'est tout ça notre travail. Il est compliqué, il est difficile. Nous avons des moments de découragement, mais on continue à aller de l'avant. Merci beaucoup Loïc Fauchon. Il y avait beaucoup de questions qui sont venues pendant votre intervention.